Nous sommes à Magdebourg, ville industrielle de l'ex-Allemagne de l'Est qui fait partie, ce 18 mars 1991, de l'Allemagne tout court. Léopold Schmitt se penche par sa fenêtre donnant sur la cour grise d'un immeuble. Léopold Schmitt est un petit homme d'une 60aine d'années aux cheveux gris et aux lunettes rondes cerclées de fer. « Gertrude, viens voir. » Gertrude Schmitt, son épouse, petite bonne femme insignifiante, vient à la fenêtre à son tour. En bas, dans la cour, c'est le logement des Richter, une sorte d'atelier recouvert de tôle ondulée, formant un ensemble de 3 pièces. Tout cela est triste et misérable, et les Richter ont essayé, comme ils ont pu, d'apporter une note de gaieté en mettant des pots de fleurs un peu partout. C'est sans doute aussi pour animer quelque peu leur décor que les Richter ont recueilli tous les chats du voisinage. Ils sont une 12aine au moins, à aller et venir dans la cour autour des écuelles qui leur sont préparées, ce qui d'ailleurs n'est pas du goût du tout de M. Schmitt. Pour l'instant, 2 hommes en chapeau mou et imperméable frappent au carreau des Richter. L'un d'eux sort quelque chose de sa poche qu'il tend devant lui et prononce d'une voix sèche « Police ». Au 3e étage, Gertrude Schmitt se dissimule derrière ses bégonias. Elle souffle à son mari « Léopold, tu n'aurais pas dû ». En bas, dans la cour, les présentations se font rapidement. L'homme qui avait montré sa carte de police retire son chapeau, il a une 40aine d'années, les cheveux blonds plaqués, l'allure décidée. Commissaire Gesell. Puis-je voir votre mari, Madame Richter? Johanna Richter ne semble pas encore être revenue de sa surprise. Une petite blonde de 25 ans environ, à l'aspect fragile. Ses yeux bleus ont quelque chose de craintif. Après être restée un moment bouche bée, elle parvient à dire « La police, mais pourquoi ?»« Je compte l'expliquer à votre mari. Il est là ?»« Oui, dans son atelier. Depuis qu'il est au chômage, il passe toutes ses journées dans son atelier. » Le commissaire Gesell retient d'un geste Mme Richter, qui se disposait à aller chercher son époux. « Ne vous donnez pas cette peine, madame. Nous y allons nous-mêmes. » Quelques instants plus tard, le commissaire et le policier qui l'accompagnent poussent la porte d'une pièce assez vaste. La fenêtre est masquée par un rideau noir. Une ampoule électrique pendue au plafond donne une lumière crue. Il règne un désordre indescriptible. Dans un coin, des négatifs sèchent sur un fil. Sans dire un mot, le commissaire Gesell s'empare de l'un d'eux et l'examine devant l'ampoule. C'est la photo d'une petite fille aux longs cheveux. Il demande qui est-ce? L'homme d'une 30aine d'années, qui se tenait jusque-là au fond de la pièce, derrière un établi, bondit alors sur le policier et lui arrache le cliché. Madame Richter se précipite. « Thomas, ces messieurs sont de la police. »« La police ou pas, ce ne sont pas des manières. Allez, dehors !» Le commissaire Gesell sort de sa poche une feuille pliée en 4 qu'il déplie tranquillement. « Vous savez lire, monsieur Richter ?» Thomas Richter ouvre de grands yeux. « Un mandat de perquisition? Mais qu'est-ce que ça signifie ?»« Cela signifie que vous avez intérêt à répondre à nos questions sans faire le malin. Et d'abord, vous n'avez toujours pas répondu. Qui était sur la photo? » « Mais Teresa, ma fille, elle a 7 ans. Je fais de la photo en amateur. Qu'est-ce qu'on me reproche? » « Vous n'en avez pas la moindre idée. » Thomas Richter reste muet. « Vous êtes suspecté de faire de la fausse monnaie, monsieur Richter. » Il y a un cri perçant. C'est Johanna Richter. Elle se précipite vers son mari. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Thomas? Ce n'est pas vrai. Tu n'aurais pas fait une chose pareille. » Thomas Richter repousse l'étreinte de sa femme. « Évidemment non. Mais il n'y a aucune raison de perdre la tête. » Il se tourne vers les policiers. « Puis-je savoir ce qui vous a amené à me suspecter? » « Nous avons nos informations. Je ne peux pas vous en dire plus. Monsieur Richter, vous savez qu'en matière de fausse monnaie, les préparatifs équivalent à un délit. J'espère pour vous que nous ne trouverons pas ici ce que nous cherchons. » Le commissaire fait un geste bref à l'attention du policier qui l'accompagne et tous deux se mettent à fouiller. Thomas Richter est abasourdi. Évidemment, comme tout le monde, il a lu dans les journaux qu'il y avait depuis quelque temps une affluence de fausses pièces de 5 marks. On parle d'une bande ayant des complices dans les principales villes de l'ancienne RDA. Mais de là à venir avec un mandat de perquisition, il a été dénoncé par une lettre anonyme. C'est une vengeance de voisin. Enfin, comment la police peut-elle faire attention à de pareils racontars?
Vous avez un agrandisseur extrêmement perfectionné, monsieur Richter. Savez-vous que c'est exactement celui qu'emploient les faux-monnayeurs? Mais est-ce que vous prétendez m'arrêter pour ça? Le commissaire ne répond pas et continue sa perquisition. Et quelques instants plus tard, il pousse un véritable cri de triomphe. Voilà ce que je cherchais! Il brandit une plaque de laiton dans laquelle sont découpés plusieurs trous circulaires. Il sort une pièce de 5 marks et l'adapte à l'un de ces trous. Juste un peu plus grand. C'est avec cela que vous avez fait vos moules. Thomas Richter a l'impression de vivre un cauchemar. Mais enfin, c'est absurde. Je me suis servi de ces bouts de laiton pour réparer ma moto. Et on peut la voir, cette moto? C'est que, justement, la réparation n'a pas tenu. Vous n'y retrouverez pas les pastilles de laiton. Ah, comment donc? Dites-moi, de quoi vivez-vous puisque vous êtes au chômage? Je vis de mon indemnité de chômeur, justement. Et puis, Johanna fait des ménages. Le commissaire prend un air mauvais. Ça suffit comme ça, Richter. Préparez vos affaires, je vous arrête. Johanna Richter a un cri de bête blessée. Son mari la rassure de son mieux. Enfin, c'est une erreur, tu le sais parfaitement. Garde la tête froide et tout ira bien. Je serai de retour dans un jour ou deux avec les excuses du commissaire. Le commissaire Gesell a un regard mauvais en s'adressant à l'homme qui l'accompagne. En attendant les excuses, passez-lui les menottes. Et quelques instants plus tard, Thomas Richter sort dans la cour entre les deux policiers. Prévenus par les soins de la concierge, tous les habitants de l'immeuble sont là, à l'exception toutefois des Schmitt, qui se cachent derrière leur rideau. Les commentaires vont bon train. Il vivait sur le dos de sa femme. Il l'obligeait à faire des ménages. S'enfermer comme ça des journées entières dans son atelier, forcément, c'était pas normal. Thomas Richter s'était trompé dans ses prévisions. Il n'est pas libéré au bout d'un jour ou deux, ni même d'une semaine ou deux. 1 mois passe, et il est toujours en prison préventive. Les pièces à conviction saisies sont insuffisantes pour justifier une inculpation, mais le commissaire s'acharne. Richter nie avec violence, ce qui n'empêche pas par moments le désespoir de le gagner. Il serait encore plus inquiet s'il savait ce qui se passe chez lui pendant le même temps. Johanna vit en effet un véritable calvaire. Il a commencé le jour même de son arrestation, chez l'épicier. Celui-ci a eu un sourire gêné quand elle lui a tendu une pièce de 5 marks pour le régler. « Excusez-moi, M. Richter, mais vous ne pourriez pas me payer avec un billet ?» Johanna n'avait pas de billet sur elle. Elle est partie, abandonnant ses marchandises, morte de honte, sous le regard des autres clients. Le lendemain, c'était la dame chez qui elle faisait des ménages. « Je suis désolé, Johanna, mais vous ne pouvez pas rester à mon service. Après ce qui est arrivé, vous comprenez. Et depuis, impossible de retrouver du travail. Toutes les portes se ferment. Personne n'a plus confiance après ce qui est arrivé. Quelques jours plus tard, c'est pire encore. La petite Teresa arrive en pleurs de l'école. « Maman, c'est vrai que papa est un voleur ?»« Mais non, quelle idée. Pourtant mes camarades m'ont dit que c'était vrai, qu'il était en prison. » Johanna Richter sait qu'elle devrait tenir le coup, ne serait-ce que pour Thomas qui a besoin d'elle. Mais elle a toujours été extrêmement nerveuse et fragile. Elle se sent agressée de toutes parts. Elle n'en peut plus. Curieusement, la seule personne qui manifeste de la sympathie pour elle est Madame Schmitt, qui s'était pourtant montrée par le passé très désagréable au sujet des chats. L'autre jour, elle l'a prise à part dans l'escalier. Ma pauvre petite. Comme je vous plains. Je voudrais vous dire... Mais Madame Schmitt s'est brusquement tue, et elle est partie sans terminer sa phrase. 14 avril 1991. Il y a 1 mois que Thomas Richter est en prison, et ce jour-là, il est convoqué par le commissaire Gesell. Cela fait peut-être la 10e fois, et il n'attend rien d'autre qu'une épreuve supplémentaire à laquelle il est bien décidé à faire face. Pourtant, quand il entre dans le bureau, il se rend compte qu'il y a quelque chose de changé. Le commissaire n'a pas sa mine arrogante des autres fois. Il a l'air au contraire gêné, très très gêné. Monsieur Richter, lorsque je vous ai arrêté, vous m'avez dit que je vous relâcherai avec mes excuses. Eh bien, vous aviez raison. Je vous relâche et je vous fais mes excuses.
Thomas Richter devrait ressentir un sentiment de triomphe, mais quelque chose l'en empêche. Peut-être le ton sinistre du commissaire. Il demande avec prudence, expliquez-vous? Cette question que le commissaire Gesell attendait forcément semble le mettre terriblement mal à l'aise. Eh bien, une de vos voisines, Madame Schmidt, est venue me voir. Elle m'a avoué que son mari avait écrit la lettre anonyme qui nous avait fait vous suspecter. Il s'agissait d'une vengeance. Monsieur Schmidt vous en voulait à cause de vos chats. Il a été arrêté. Pour la première fois depuis un mois, Thomas Richter sourit. Cette histoire de fou a enfin un sens. Mais la mine du commissaire Gesell s'assombrit encore si c'est possible. En fait, Madame Schmidt a dénoncé son mari sous l'effet du remords. Thomas Richter sent brusquement une appréhension. Le commissaire poursuit en cherchant ses mots. Il s'est passé quelque chose de très grave, monsieur Richter. Votre femme. Elle s'est suicidée hier. C'est cela qui a décidé Gertrude Schmidt à parler. Thomas Richter ne dit rien, le commissaire non plus. Il le considère en silence et lui tend une enveloppe. Elle a laissé cela. Vous êtes libre, monsieur Richter. Thomas décachette l'enveloppe et lit. À Teresa. Adieu, ma chérie. Ce que m'a fait Thomas est trop affreux. Je ne peux plus le supporter. Je te demande pardon, Johanna. Johanna est morte parce qu'elle l'a cru coupable. Elle n'a pas eu la force d'âme nécessaire pour faire face au quartier coalisé contre eux. Johanna a toujours été très fragile des nerfs. La livrer à elle-même dans ces conditions, c'était un véritable meurtre. Thomas Richter a intenté une action judiciaire contre la police en réclamant des dommages et intérêts pour la mort de sa femme. Il a été débouté. Et il est resté seul, sans un centime, dans son petit rez-de-chaussée sur cour, au milieu de ses chats. Sans qu'on s'en doute, au-delà des mers, une parente très éloignée, très éloignée, inconnue, vient de mourir. On l'enterre avec toute la pompe que justifient ses mérites et surtout son immense fortune. Une lettre arrive au fin fond de l'Allemagne. À Philadelphie, Priscilla Parnell, la veuve millionnaire du roi de la pâte à papier, tire sur la sonnette qui appelle sa femme de chambre. Celle-ci arrive sans trop se presser, la maison est immense et l'escalier est bien long entre l'office et le boudoir de madame. Madame désire. Désire ? Servez-moi un verre de Porto, je ne me sens pas bien, j'ai comme une douleur là. Et la vieille dame, tout de noir vêtue, fait voir son bras gauche. Tout de suite, madame. J'espère que ce ne sera rien. C'est bizarre. La douleur des autres n'est jamais rien. La femme de chambre s'éloigne à petits pas vers le salon tout proche. Quand elle revient avec le verre et la bouteille de Porto sur un plateau d'argent, sa patronne a pris un air penché dans son fauteuil à oreillettes. « Madame, madame, ça ne va pas ?» Daisy se pend au cordon de la sonnette. Elle décroche le téléphone intérieur. « Vite, vite, madame se trouve mal !» Mais il est déjà trop tard. Et la richissime Priscilla Parnell, née Schulman, vient de rendre son âme à Dieu. Les funérailles sont grandioses, avec symphonie funèbre exécutée par l'orchestre de la ville, long cortège de voitures fleuries et discours vantant les mérites de cette bienfaitrice de la ville. Mais Priscilla, mariée sur le tard à M. Dennis Parnell, n'a pas connu les joies de la maternité. Toute la colossale fortune cherche un héritier. Ce ne devrait pas être si difficile à trouver. Dès l'annonce du décès, les journaux américains annoncent que les éventuels héritiers sont priés de se faire connaître. Pour être certain de n'oublier personne,
Cette annonce est répercutée par les quotidiens européens, particulièrement les quotidiens de l'Europe du Nord et des pays anglophones. Et c'est ainsi qu'un beau jour de 1932, en Allemagne, Rainier Schulman, le soir à la veillée, après avoir fini de sarcler son champ de pommes de terre, ouvre son journal en fumant sa pipe de porcelaine, ornée d'un joli petit couvercle de métal. « Tiens, Inge, regarde, on a une cousine qui vient de rendre son âme à Dieu. » Inge, son épouse, une femme ronde et rose, fait le signe de la croix. « Une cousine? Et qui ça, mon Dieu? Une Walser ou une Schulman? Une Schulman. C'est cette pauvre Élie? Je lui ai trouvé une mauvaise mine au dernier marché. Mais non, tu ne la connais pas. Écoute, à Philadelphie, Mrs. Priscilla Parnell, née Schulman, la richissime veuve du défunt Dennis Parnell, vient de décéder paisiblement d'une crise cardiaque. Faute d'héritier direct, on recherche toute personne qui pourrait lui être apparentée. Mrs. Parnell est originaire d'une famille de Basse-Saxe en Allemagne. Écrire au cabinet Orwell, Buster & Co., 356 Amelia Drive, Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis d'Amérique. Ah bon? Elle était originaire de chez nous. Mais nous sommes peut-être cousins? Matthias Schulman, le neveu de Rainer et de Inge, s'est approché de la table. Mon oncle, vous devriez écrire là-bas pour dire que vous existez. Si ça se trouve, vous allez hériter du magot. Inge approuve. Matthias a raison. D'ailleurs, est-ce que tu n'avais pas une arrière-grand-mère prénommée Priscilla? Tu sais, les prénoms se transmettent dans les familles. Les deux ouvriers agricoles, Willy, le gros barbu, et Léo, le maigre à petite moustache, se sont aussi rapprochés. Et sans le dire, ils se mettent à rêver d'augmentation de salaire, de lit plus confortable, d'une nouvelle paire de souliers. Quand vous écrirez, mon oncle, il faudra joindre une copie de la page de la Bible. Léo demande pourquoi ça. Espèce d'idiot, tu sais bien que c'est la page où, depuis 200 ans, tous les Schulman inscrivent les noms de leurs épouses et leurs enfants. Ah oui, je crois que ça vaut la peine. Rainier Schulman est d'accord. En effet, c'est une bonne idée. Inge, en allant en ville demain, rapporte-moi une rame de papier fin et une bouteille d'encre violette, puis de nouvelles plumes sergent-major pour le porte-plume. Et le samedi soir, Rainier, sous la lampe, d'une belle écriture allemande, en tirant un peu la langue, recopie son arbre généalogique. Il l'expédie à l'adresse indiquée par le journal avec ce simple mot « Messieurs, je sous-signais Rainier Schulman, propriétaire foncier à Elchingen, Basse-Saxe, âgé de 54 ans, époux légitime de Inge Schulman, née Walser, demeurant au domaine de Lindenwald, pose ma candidature par la présente à l'héritage de feu Mrs. Priscilla Parnell, née Schulman, décédée le 14 novembre 1932 à Philadelphie. » Par prudence, Rainier Schulman, avant d'expédier sa lettre, y fait apposer la signature du bourgmestre et un beau cachet de cire. Les deux ouvriers agricoles, tout heureux de participer à ce rêve, apposent laborieusement leur signature comme témoin. Willy souffle à Hugo. Espérons qu'ils ne nous oublieront pas dans la distribution. À partir de ce moment, tout le monde guette le facteur. Les semaines passent. Un beau jour, le père Bucart, le facteur, arrive un peu essoufflé en bas de la terrasse. « Il y a une lettre d'Amérique !» Car, comme bien entendu, tout le village est au courant de cette grande aventure, l'héritage de la cousine, de la tante peut-être d'Amérique. Inge prend l'enveloppe et la retourne sous tous les angles. Le facteur attend, curieux de savoir. « Alors, sont de bonnes nouvelles? Et j'en sais rien. Je dois attendre que Rainier revienne pour l'ouvrir. Il est allé couper du bois. » Et la lettre reste là, posée sur le vase qui contient des fleurs, au milieu de la salle à manger, en attendant le retour du chef de famille. Quand Rainier ouvre la lettre, en prenant bien soin de ne pas trembler, tout le monde est autour de lui. Dear Rainier Schulman. Oh, quelle barbe, la lettre est en anglais. Il va falloir trouver quelqu'un pour la traduire. Inge propose. L'institutrice a travaillé en Angleterre pendant 2 ans. Ah non! Elle ne sait pas tenir sa langue. Tout le pays va savoir de quoi on hérite. Alors il faut demander à la comtesse. En attendant, sans bien comprendre le texte, toute la famille repère en bas de la lettre un chiffre. 27 millions. Suivi d'un signe bizarre, un S majuscule coupé par une barre. 27 millions en chiffres, ça se lit. Quand la comtesse, avec une complaisance amusée, accepte de traduire la lettre d'Amérique, elle perd aussi un peu de son impassibilité. 27 millions de dollars, mon brave Rainier, je ne sais si vous en verrez la couleur,
Mais si vous héritez, vous pourriez acheter sans peine notre château, nos fermes, nos terres. Ça ferait de vous le nouveau seigneur du pays. En admettant, bien sûr, que cela soit à vendre. Et alors, madame la comtesse, c'est nous qui héritons? Pas encore. La lettre dit: cher monsieur Rainier Schulman, suite à votre correspondance et sous bénéfice de vérification de vos droits légitimes, nous avons le plaisir de vous faire savoir que nous enregistrons vos prétentions à l'héritage de feu Mrs. Priscilla Parnell née Schulman. Au dernier relevé, l'héritage, hors droit de succession, se monte à une somme de 27 millions de dollars américains, somme à laquelle viendront s'ajouter divers terrains et un portefeuille d'actions. Quand Rainier rentre chez lui, dans la petite carriole tirée par Mitzi, la jument couleur de marron d'Inde, il a un peu de mal à respirer. 27 millions de dollars, 27 millions de dollars. Il faut que j'aille demander à la banque de Hanovre combien ça fait en marque allemand. Une fois rentrés dans la ferme, les Schulman restent un peu pétrifiés par ce don du ciel. Ils n'arrivent pas à imaginer ce qu'ils pourraient faire avec tout cet argent. Les seules choses qui leur viennent à l'esprit sont des petites choses, à la mesure de leur vie de tous les jours. On pourrait racheter le pré de la Merclin, celui qui descend jusqu'à la rivière. Ça serait commode pour faire boire les vaches. T'as raison, Rainier. Avec 27 millions de dollars. Et puis, je t'achèterai un collier de perles avec des boucles d'oreilles assorties. Et pour toi, une belle montre avec une grande chaîne pour le dimanche. Et pour Mathias. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Mathias? Un fusil automatique. Une carabine américaine pour la chasse. Et puis j'aimerais avoir ma femme à moi, pour me marier, fonder une famille, avoir des enfants. Du coup, les Schulman s'arrêtent de faire des projets. Où va-t-on à ce train-là? Après tout, même 27 millions de dollars, ça doit avoir une fin. Même avec ça, on ne doit pas pouvoir tout acheter. À la banque de Hanovre, en répondant à la question de Rainier Schulman, l'employé du guichet ose une question indiscrète. Pourquoi 27 millions de dollars? C'est un héritage que j'attends, répond Rainier en poursuivant son rêve intérieur. Si vous voulez bien vous asseoir, monsieur le directeur va vous recevoir immédiatement. Le directeur commence à regarder Rainier d'un air un peu hautain. Lorsqu'il apprend les détails de l'aventure, il change d'attitude. Si je peux me permettre, dès que vous aurez touché cette somme, je vous conseillerais de nous la confier et de vous contenter de dépenser les revenus. Vous êtes fou, quoi! Rainier semble soudain réveillé. Quand je toucherai mon héritage, je n'ai pas l'intention de changer de bons dollars américains pour des marques allemands qui fondent comme du beurre au soleil. Si vous voulez bien, nous en reparlerons lorsque la chose sera faite. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi votre nom. Rainier Schulman, Telchingen. Un Schulman, bien sûr. Ma belle-sœur est aussi mariée, un Schulman. Rainier a déjà la main sur le bouton de la porte. Votre beau-frère est aussi un Schulman? Vous ne lui direz rien, je suppose. Secret professionnel? Non, bien évidemment. Pourquoi lui en parlerais-je? Mais parce que c'est un Schulman, lui aussi. Après tout, il a peut-être droit à une part d'héritage. Vous croyez? Quand Rainier quitte le banquier, quelque chose lui dit qu'il ne va certainement pas tenir sa langue et qu'il risque d'être au moins deux à se partager les 27 millions de dollars. Resterait quand même 13 500 000 dollars. Mathias, le neveu, qui vient déjà de s'acheter sa magnifique carabine américaine automatique en prévision de l'héritage, est encore plus pessimiste. C'est peut-être pire encore. Il n'y a pas que vous en Allemagne à vous appeler Schulman. Avec la publicité qu'ils ont faite dans les journaux, les candidats à l'héritage vont sûrement être très nombreux. Quelques semaines plus tard, le facteur rapporte à nouveau une lettre d'Amérique. C'est encore la firme Orwell, Buster et compagnie qui fournit les dernières précisions. Cher monsieur Rainier Schulman, nous avons le plaisir de vous faire savoir que vous êtes définitivement reconnu parmi les bénéficiaires de l'héritage de Mrs. Priscilla Parnell née Schulman. Dès que le décompte de la part qui revient à chaque héritier aura été calculé, nous vous ferons parvenir la somme correspondante. Du coup, l'espoir revient chez les Schulman. Rainier s'en va même jusque chez la mère Klein pour tâter le terrain et savoir ce qu'elle voudrait pour son bout de terre qui ne lui sert pas à grand-chose. Quelques semaines plus tard, l'argent arrive enfin, accompagné d'un commentaire. Suite à la répartition de l'héritage Parnell entre les ayants droit, soit 4 000 Parnell et 3 000 Schulman, nous avons le plaisir de vous faire parvenir la somme de 1 236 dollars américains, virée ce jour à votre compte. Rainier est effondré en apprenant la nouvelle. 1 236 dollars. C'est tout ce qui reste des 27 millions de dollars de cette pauvre Priscilla. Inge trouve que c'est quand même une jolie somme, qui permettra d'acheter une nouvelle baratte et quelques petits suppléments. Mais Mathias, le neveu, s'enferme dans sa chambre
avec sa carabine automatique américaine. Le lendemain, à l'heure du petit déjeuner, la mère Klein entend un coup de feu. Un peu tôt pour la chasse. Elle jette un coup d'œil par sa fenêtre. On dirait que ça vient de chez les Schulman. Un autre coup de feu retentit. Ça l'intrigue, ça l'inquiète même. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas à tirer comme ça? Les coups de feu se succèdent à présent, réguliers. On dirait même qu'on entend des cris et les vaches qui meuglent. Sinistrement, la mère Klein attrape son fichu et sort sur le chemin qui mène chez les Schulman. Il faut qu'elle sache. C'est sur le Raidillon qu'elle trouve Willy, le domestique barbu tout ensanglanté. « Appelez les gendarmes! Mathias est devenu fou! Il massacre tout le monde !» On entend encore des coups de feu. La mère Klein repart en courant vers le village, mais déjà d'autres hommes arrivent, et 2 gendarmes à bicyclette aussi. À la ferme Schulman, on retrouve Rainer et son épouse Inge, tous les deux abattus d'une balle de carabine américaine automatique, en pleine poitrine. Léo, l'autre domestique, est retrouvé étendu dans l'étable, au milieu des 10 vaches, toutes abattues à coups de carabine. Léo a une balle dans le dos. Il respire encore. À l'hôpital, il explique. C'est Mathias. La déception l'a rendu fou. Le lendemain, on retrouve Mathias, l'ange de la mort, noyé dans le puits. Au fait, qui va hériter des $1236? Un mari, une femme. Ils croient se connaître, jusqu'au moment de l'aveu. C'est un instant hors du temps, effrayant. Quelques minutes, et toute une vie bascule. Sombre. Un feu qui brûle dans la cheminée, 2 fauteuils de cuir anglais, une femme. Une femme qu'un homme regarde intensément depuis quelques minutes. Atmosphère d'aisance, soirée tranquille, jolie maison entourée d'un jardin, aux environs de Genève, non loin du lac. Il pleut légèrement ce soir d'automne des années 70. L'homme regarde sa femme avec une telle insistance qu'elle se retourne et demande « À quoi penses-tu » ?« Rien, je te regarde. »« Ah, pas comme ça, tu me ferais presque peur. »« Je te fais peur ? Non, je plaisante, mais tu penses forcément à quelque chose de grave. »« Grave ? Oui. Mais si je te le disais, tu aurais vraiment peur. » « Oh, Johan, arrête, c'est ridicule !» Johan se tait. Stéphanie, son épouse depuis 5 ans, reprend son livre un instant abandonné. De quoi aurait-elle peur, en effet? Johan est un agent de change, ils sont amoureux, heureux, paisibles. Mais c'est la première fois qu'il la regarde ainsi, un étranger tout à coup. Et il recommence quelques jours plus tard. Une soirée chez des amis, Stéphanie a une robe blanche. On la complimente et soudain, elle sent peser sur elle, comme l'autre soir, le regard de Johan. Du fond de la pièce où il se trouve, il fixe sa femme avec un mélange d'interrogations silencieuses ou de menaces. C'est si étrange que Stéphanie a le frisson. Alors à son tour, elle dévisage son mari, mais il se détourne rapidement. Et puis un autre soir encore, à table. Le regard de Johan surprend sa femme alors qu'elle grignote tranquillement un fruit. « Mais enfin, qu'est-ce que j'ai ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a, Johan ? Mais rien, je t'assure. Ah non, ne joue pas à ça. Tu vas me dire une fois pour toutes ce qui te prend depuis quelque temps. C'est insupportable à la fin. J'ai l'impression par moments que tu voudrais me tuer sur place. Oh, c'est ridicule, impossible. Mais c'est l'impression que tu me donnes. Tu me flanques la trouille à la fin. Tu es malade, Johan. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose que tu n'oses pas me dire. Tiens, je croyais que je te faisais peur. Et voilà que tu te préoccupes de moi. Ben, j'ai peur parce que je ne t'ai jamais vu ainsi. Tu me regardes mal. Tu as peut-être raison. Raison ? Comment ça, j'ai raison ? Raison d'avoir peur de toi ? Mais n'en parlons plus. Johan se lève et disparaît dans le jardin. Il va marcher. Depuis quelque temps, il marche souvent seul. Le malaise est installé dans ce couple tranquille, sans enfants, aisé. Un malaise inexplicable qui fait dire à Stéphanie devant sa mère « J'ai la sensation de découvrir un autre homme brutalement. »
Ah, il faut qu'il parle. Il a sûrement quelque chose. Évidemment, Stéphanie pense à des choses logiques. Ennui d'argent, de métier, ou ennui de santé. Johan a dépassé la quarantaine. Ne se plaint jamais de rien, mais il est vrai qu'il a abandonné le sport ces derniers temps. Vrai aussi qu'il a maigri, que son visage est devenu celui d'un homme anxieux, stressé. Non, quelque chose le ronge. Ou alors il la trompe. Il ne l'aime plus et ne sait pas comment le dire. C'est peut-être le plus dur à supposer pour une jeune femme comme Stéphanie. Leur histoire est une histoire d'amour. Il n'a pas pu changer d'amour en 5 ans, sans que rien ne l'ait laissé supposer. Un soir, armé de tout son courage, Stéphanie prend la décision d'attaquer le sujet ouvertement. Il parlera, il le faut. Leur vie est empoisonnée depuis presque 3 mois. Elle a préparé son discours d'avance et ouvre la bouche pour dire la première phrase, et c'est lui qui parle. Stéphanie, je dois te faire un aveu. Ce n'est pas facile et je voudrais que tu m'écoutes attentivement et que tu n'aies pas peur. Surtout, n'aie pas peur, promets-le. Le début n'est guère encourageant. Le premier réflexe dans ce cas-là est justement d'avoir peur, et Stéphanie a peur. Un mouvement de recul. Johan le perçoit nettement et s'empresse d'ajouter « Tu ne dois pas avoir peur car je ne te veux aucun mal de toute façon. Il faut que cela soit clair entre nous. Jamais je ne te ferai de mal. Tu m'as compris ? » Oui. L'autre jour, tu as remarqué que je te regardais bizarrement. Enfin, bizarrement, c'est ce que tu as dit. Or, je te regarde de la même façon depuis 5 ans. Depuis que nous nous sommes rencontrés. Je te regarde ainsi parce que tu me rappelles quelqu'un. Tu ne le savais pas, tu ne l'as pas remarqué au début, mais c'est ainsi. Je t'ai épousé parce que tu lui ressemblais. Johan réfléchit un moment en silence, puis se jette à l'eau. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai tué. Ça fait un choc. Tout d'abord, on n'y croit pas, on a mal entendu, on cherche à digérer l'information brute. Le mot « tuer » a une résonance insolite entre 2 personnes qui se parlent de choses sans importance d'habitude. Tuer, c'est un autre monde. Puis on lui trouve une explication plausible. Stéphanie demande avec angoisse « C'était un accident ? Tu as tué quelqu'un dans un accident, c'est ça ? Enfin, c'est forcément ça. » Non. J'ai réellement tué une femme qui te ressemblait. Je l'ai assassinée, Stéphanie, c'est un meurtre. Légalement, un meurtre. On appelle ça comme ça. Je ne te crois pas. Ce n'est pas possible. Enfin, explique-toi. Tu n'es pas un... Enfin, tu ne peux pas être un meurtrier, un gangster ou un bandit quelconque. Je ne te crois pas. Écoute-moi attentivement. Je te répète que j'ai tué une femme qui te ressemblait et que je t'ai épousée parce que tu lui ressemblais. C'est ça qui est important. Comment ça, important ? Ce n'est pas moi qui suis importante là-dedans. C'est ce que tu dis. J'ai tué ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? Enfin, c'est une histoire de fou, Johan. C'est la vérité. Je ne peux pas t'en dire davantage, mais il fallait au moins que je t'avoue ça. Je n'en pouvais plus. Je n'en peux plus de te voir là en face de moi, vivante, insouciante, à côté de moi. Tu marches, tu manges, tu dors, tu ris à côté de moi. Tu ne te doutais de rien. Ça ne pouvait pas durer. Je préfère que tu aies peur de moi, finalement. Que tu aies envie de t'enfuir, ce serait plus normal. Mais enfin, tu es devenu fou, Johan. Tu sais ce que tu racontes ? Mais évidemment, j'ai peur. Évidemment, j'ai envie de me sauver. Mais qu'est-ce qu'on va devenir ? Rien. Nous sommes mariés. Nous allons rester mariés. Ah non ! Ah non, si tu as tué quelqu'un, tu dois te dénoncer. C'est ton problème, pas le mien. Moi, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui, enfin, laisse-moi partir ce soir. Je veux aller dans ma famille. Je ne veux pas continuer à parler de cela avec toi. Mais il faut que tu restes ici. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Tu as peur que je te dénonce ? Oui. Mais je ne sais rien. Je ne sais même pas si c'est vrai. Non, laisse-moi partir. Pas question. J'aurais dû me douter que tu ne comprendrais pas. Maintenant, c'est trop tard. Je vais te dire le reste. Il faut que tu saches tout, absolument tout. Tu décideras après. Mais non !
Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Trop tard, en effet. Comme une bête affolée, Stéphanie cherche à s'enfuir. C'est un cauchemar, tout a basculé en 5 minutes. Le téléphone, la porte, les clés de la voiture. Son regard affolé cherche à fuir. Et Johan se met devant la porte. Il n'y a personne pour la sortir de là. La maison est suffisamment isolée, pas de domestique, crier ne servirait à rien. Et pourtant, elle crie. Un réflexe. Et Johan la gifle si violemment qu'elle s'évanouit. Il est environ 10 heures du soir. 1 heure plus tard environ, Johan a bouclé la porte de sa maison. Il est dans un avion, le premier qu'il ait trouvé, un long courrier. Il était agent de change, il avait une maison, une femme, des amis, des habitudes, il n'a plus rien. Il est parti avec une valise. Et si l'histoire est connue, c'est que son épouse a pu la raconter. Stéphanie s'est réveillée dans le noir, la maison était vide, elle était enfermée à l'intérieur, morte de peur, choquée. Elle a dû passer par une fenêtre. La voiture de son mari n'était plus là. Les clés de la voiture de Stéphanie avaient disparu aussi. Elle a dû repasser par la fenêtre, chercher des doubles pour pouvoir filer en ville. Il lui a fallu du temps pour s'expliquer en pleine nuit au premier commissariat. Puis elle est allée dormir à l'hôtel et le lendemain matin, la police l'a regardée encore de travers. Une scène de ménage, une manière pour un mari qui en a marre de disparaître. Vérifier son récit, l'identité du mari a pris du temps aussi. Contrôler les départs à l'aéroport aussi. Johan avait pris dans la nuit un avion à destination de Londres et Washington. Né en Autriche, Johan était comptable au début de sa carrière dans un établissement financier important. Il a vécu quelque temps aux États-Unis pour une formation en université. Et c'est là que son histoire a eu lieu. Une drôle d'histoire qui a pris du temps à Stéphanie, à sa famille, à un enquêteur privé pour la reconstituer. Un pique-nique, une promenade en barque sur un lac, une jeune fille qui ne savait pas nager, c'était dans les environs de Philadelphie. Un accident officiellement. Le corps de la jeune fille a été retrouvé le même jour. Enquête succincte. Johan n'a jamais été inquiété puisque c'était un accident. Des témoins avaient vu la barque chavirer et Johan plongeait vainement pour aider sa compagne. Stella B., 23 ans à l'époque, employée de banque, ressemblait à Stéphanie, à s'y méprendre, c'est vrai. Johan avait déclaré à l'époque à la police « Ne sachant pas suffisamment nager, je n'ai pas pu porter secours à ma camarade ». En Amérique, on l'avait cru. On ne connaissait pas bien Johan. En Autriche, on ne l'aurait jamais cru. Il avait fait des championnats juniors dans son école et c'était un nageur remarquable. Mais l'affaire était prescrite depuis près de 20 ans. Stéphanie a obtenu le divorce. On a pu retrouver Johan qui s'était installé à New York et y vivotait sans permis de séjour, minablement et sans espoir. Il a avoué sans difficulté à l'avocat du divorce le meurtre de sa jeunesse, puisqu'il ne risquait plus rien de toute façon. Un meurtre passionnel, un crime de jaloux. Il était fou amoureux de cette jeune fille, et elle s'était moquée de lui. Alors un petit tour en barque, on danse, on rit, on bascule, et on noie sous l'eau avec une facilité déconcertante. La victime était si mince, il la noyait plus facilement que l'on noie un chat. Johan et Stéphanie ont donc divorcé. Johan n'a jamais voulu revoir sa femme ni lui parler. C'était les conditions. Dans la lettre qu'il a adressée au juge genevois, Johan disait de sa femme « J'aurais dû savoir qu'elle n'était pas capable de partager mon remords. Elle n'a rien compris, je ne lui en veux pas. Dites-lui cependant que si j'ai tué cette jeune fille, si je l'avoue avec soulagement maintenant, c'est que j'ai compris ce qui s'est passé. À l'époque, au début, nous nous disputions. Je voulais qu'elle me demande pardon de m'avoir trompé. Tout a commencé par une sorte de chahut dans la barque, et puis elle est tombée. Et c'est à ce moment-là que la fureur m'a aveuglé, une sorte de besoin de vengeance instantanée. L'occasion m'était offerte, je l'ai saisie. Voir son visage mourir sous l'eau, alors que je l'empêchais de remonter à la surface, en la tenant par ses vêtements, ce fut horrible, mais fascinant. J'ignore si je voulais la mort de Stella, mais les choses se sont passées ainsi. Je n'y peux rien désormais. Et pourtant je l'aimais. Stéphanie lui ressemblait tellement qu'elle m'a fasciné dès notre première rencontre. Ce mariage a été à la fois mon bonheur et ma perte, mon poison pendant 5 ans. Vers la fin du mois d'août 1957,
Miss Joséphine Barton, une demoiselle d'un certain âge, vêtue d'un strict tailleur de tweed et abritée sous un parapluie couleur de souris, franchit la porte du poste de police de Derby dans les Midlands anglaises. Le constable, qui se tient debout derrière la banque du poste de police, la salue aimablement. « Bonjour, que puis-je pour vous ? Je voudrais voir le commissaire principal, je viens signaler la disparition de ma nièce. » Une fois installée, la vieille demoiselle entre dans le vif du sujet. « Je suis Miss Joséphine Barton, née le 14 novembre 1899 à Derby. Je demeure au 42 Camellia Crescent et je viens signaler la disparition soudaine de ma nièce, Jennifer Barton, âgée de 22 ans. C'est la fille de mon défunt frère Archibald Barton et de son épouse, tous les deux tués pendant les bombardements du Blitz sur Londres en 1940. Depuis cette époque, je me suis chargé de recueillir cet enfant et de l'éduquer du mieux que j'ai pu. Excusez-moi, mais à 22 ans, votre nièce Jennifer n'est plus une enfant, c'est même une adulte, libre de ses mouvements. Avez-vous une idée de ce qui a pu se passer? Aucune idée. Jennifer s'était couchée de bonne heure lundi dernier et moi je me suis rendu au temple. Nous confectionnons des layettes pour les femmes hindoues. Et quand avez-vous constaté sa disparition? Le lendemain matin? C'est elle qui se lève la première et prépare le thé, le porridge, les œufs au bacon du petit déjeuner. Mardi matin donc, personne. Alors je suis allé dans sa chambre, le lit était défait, et elle avait disparu. A-t-elle emporté quelque chose, une valise, des vêtements? Pas de valise. Simplement son tailleur écossais, ses chaussures vertes, et bien évidemment son sac à main. Mais avait-elle de l'argent liquide? Très très peu. Je lui donnais tout ce qu'il lui fallait au fur et à mesure. Je suis chargé de gérer les biens laissés par ses parents, et depuis sa majorité, Jennifer préfère que je continue à m'occuper de son argent. Combien pouvait-elle avoir? Très peu, 3 ou 4 livres, plus un petit peu de monnaie peut-être. Et vous avez attendu pratiquement une semaine pour signaler sa disparition? Mais je ne pouvais pas me précipiter dès le premier jour. Vous m'auriez ri au nez. J'ai téléphoné des cousines d'Écosse, j'ai fait le tour de ses amis du collège, personne ne l'a vue depuis qu'elle m'a embrassé avant d'aller se mettre au lit lundi vers 22 heures. Vous avez contacté l'hôpital? Nous allons voir s'il y a eu des accidents ou si l'on a reçu quelqu'un. Le constable hésite un peu à dire l'institut médico-légal. Miss Barton rentre chez elle. En fait, elle va devoir attendre encore pas mal de jours avant de savoir ce qui est arrivé à Jennifer, sa chère nièce, à qui elle répétait sans cesse « Jennifer, mon petit, méfie-toi des hommes. La plupart ne sont que des bons à rien. Il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, et cette chose est ton bien le plus précieux. Tu vois ce que je veux dire? Une fois que tu l'as donné à quelqu'un, si tu t'es trompé dans ton choix, tu en subiras les conséquences. » Jennifer, élevée dans un cocon, rêve pourtant au prince charmant. Mais quelle allure ça peut avoir un prince charmant? Tante Joséphine ne la laisse jamais aller au bal avec ses camarades. Aucun garçon n'a jamais été admis à franchir le seuil du 42 Camellia Crescent. Quelques semaines plus tard, à Stanton, 30 kilomètres plus loin, Mrs. Muggerfield et son mari, Elias Muggerfield, 2 retraités de l'enseignement, profitent bourgeoisement de leur retraite en écoutant la radio dans leur salon douillet. Tous les fauteuils sont recouverts de tétières en dentelle. Elias parcourt son quotidien. Mrs. Louisa Muggerfield brode avec patience un bouquet de myosotis pour en faire un coussin. Et tout à coup, elle garde son aiguille en l'air. Vous n'entendez rien? Si, j'entends les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski. Mais non, je veux parler de ce drôle de bruit. Tchaïkovski, un drôle de bruit? Mais non, cette espèce de grincement. Elias Muggerfield se lève péniblement et tourne le bouton de la radio. Dans le silence soudain, tous les deux écoutent. J'entends le bruit du vent dans les branches, les voitures sur la route. Ah, mais si, vous avez raison. Taisez-vous. Je ne dis rien. Et tous les deux se mettent à écouter le drôle de bruit. Un grincement faible, par saccades, entrecoupé de silence. Vous croyez que c'est un animal? On dirait plutôt une girouette qui se balance dans le vent. Ah non, ça n'aurait pas ce rythme. On dirait quelque chose qui frotte sur la pierre. Mais j'ai comme l'impression que ça vient de la cave, ou même du jardin. Et les voilà tous les deux descendant à la cave. Mais là, dans le silence rendu encore plus épais par l'obscurité, ils entendent encore le drôle de bruit. En tout cas pendant 1 minute ou 2, et puis plus rien.
Un tour d'inspection dans le jardin derrière leur pavillon n'apporte aucun élément. Leur maison est mitoyenne du pavillon voisin, construit exactement sur le même plan, en pendant. Une grosse haie de thuya sépare les deux gazons. Le gazon vert est bien entretenu, des Muggerfield n'a pas son pendant dans la ville voisine. Là, les herbes folles poussent un peu partout et le gazon disparaît sous les feuilles mortes. Dans un coin, un gros tas de terre fraîche, comme si une gigantesque taupe avait soulevé 2 mètres cubes de terreau. Vous connaissez les gens qui habitent ici, Louisa, comme vous. Cet homme maigre et roux qui a tout l'air d'un Écossais avec ses yeux inquiétants. Bon. De toute manière, il n'y a pas de quoi fêter un chat. C'est un bruit si léger qu'on ne peut guère le qualifier de nuisance. On reprendrait bien une bonne tasse de thé. Et les Muggerfield rentrent chez eux. Un mois plus tard, en ratissant son gazon avec patience, sinon avec amour, Elias Muggerfield a un claquement de langue agacé. Ah! S'il commence à expédier ses cochonneries chez nous, ça ne va plus! En effet, près de la haie de thuya qui sépare les deux maisons, un morceau de papier maculé de graisse dérange le paysage d'Elias Muggerfield. Il plante les dents de son râteau dans cet objet incongru. Le morceau de papier est plié en 4 assez soigneusement. D'un air un peu dégoûté, Elias Muggerfield se le déplie, se demandant à quel usage il a pu servir avant d'atterrir chez lui. À l'intérieur, un texte est tracé en lettres bâton, comme si on l'avait écrit avec le bout du doigt trempé dans du cambouis. « Louisa, regardez, je viens de trouver un message dans le jardin. » Et tous les deux déchiffrent ce texte inquiétant. « Je suis prisonnière dans un trou, sous la cabane. Appelez la police, s'il vous plaît. » Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais enfin, Elias, on prévient la police. Par précaution, Elias sort sa petite ostine du garage et va jusqu'au bureau central de la police. Je vous ai amené le message pour que vous puissiez constater la réalité des faits. Le constable opine du bonnet. Nous venons tout de suite. Une fois sur les lieux, après avoir examiné le pavillon voisin depuis le jardin des Muggerfield, les policiers décident de sonner chez le rouquin aux yeux inquiétants. Et effectivement, dans le jardin à l'abandon, il y a une sorte de cabane. Chez les Muggerfield, l'espace qu'elle occupe correspond à un massif de rhododendrons qui se trouve juste sous les fenêtres de leur salon. Chez le voisin, personne ne répond. En escaladant la haie commune, les policiers sautent dans le jardin et se dirigent vers la cabane en bois. Les Muggerfield, depuis leur jardin, suivent les opérations. Louisa intervient. « Écoutez, messieurs, ce grincement que nous entendons, mon époux et moi, je l'entends encore !» Tout le monde se tait un moment. C'est bien vrai, on dirait un bruit d'objet métallique sur de la pierre. Les policiers essaient d'ouvrir la cabane en bois du voisin et comme elle est fermée au cadenas, ils font sauter celui-ci. L'intérieur du cabanon offre le spectacle d'une cabane à outils mal tenue. Des roues de bicyclette, un établi, des bidons d'huile, de liquide d'hiver, des outils, des pots en terre dans lesquels des fleurs sèchent tristement. « Silence !» C'est l'officier de police en chef qui vient de parler. Ça vient du sol. En effet, à demi dissimulée sous une toile pleine de graisse, on découvre une grosse plaque de fonte ronde, genre plaque d'égout. « Levez-moi ça. Quelqu'un a une torche? Il y a une baladeuse accrochée au mur. » On soulève la plaque. En dessous, un escalier de bois raide, du genre échelle de meunier. « O'Flaherty, allez voir là-dessous. » O'Flaherty descend prudemment, la baladeuse à la main. Ça semble assez spacieux. Il disparaît comme dans une cave. « Chef, regardez ce que j'ai trouvé !» En bas des marches, les policiers voient apparaître une jeune femme brune aux yeux verts, le visage maculé de terre, vêtue d'une robe pleine de taches. Une fois qu'elle est remontée à la surface, suivie de O'Flaherty, les policiers l'emmènent, mais elle semble à demi endormie. O'Flaherty fait son rapport. « C'est assez grand là-dessous. Il y a l'électricité, un réchaud, une table, un fauteuil, un lit et un seau hygiénique. »« Mais que faisiez-vous là, mademoiselle ?»« C'est lui, c'est cet homme qui m'a enfermé. Il m'avait demandé de creuser. »« C'est ce grincement qu'on entendait ? Mais comment en êtes-vous arrivé là et puis d'abord, qui êtes-vous ? » ?»« Je suis Jennifer Barton de Derby. Je ne sais pas pourquoi je suis ici. » Au poste de police, après une bonne tasse de thé, Jennifer raconte son histoire. « Au mois d'août de l'année dernière, j'étais dans mon lit en train de lire un poème de Tennyson
quand on a frappé à la fenêtre. J'ai ouvert. Un homme était à l'extérieur, sur le balcon. Il est entré. Il m'a demandé de l'écouter, et tandis qu'il me parlait, il m'a pris les mains et a commencé à les caresser en me fixant dans le blanc des yeux. C'était la première fois de ma vie qu'un homme me tenait les mains de cette manière-là. Sa peau était chaude, il me caressait gentiment. Et puis il a commencé à remonter le long de mes bras, il m'a serré contre lui, et il m'a embrassé. Il m'a dit que nous étions faits l'un pour l'autre. J'étais comme dans un rêve. Il m'a dit qu'il me voyait tous les jours et que je serais heureuse avec lui. Et vous l'avez cru. Je n'avais pas peur, j'étais bien. Et puis, il m'a demandé de m'habiller, nous sommes sortis de la maison. Ma tante était absente ce soir-là. Là, il m'a fait asseoir devant lui, sur sa motocyclette. Je sentais sa chaleur contre moi et il m'a emmené ici. Et vous n'avez pas songé à prévenir votre tante? Si, mais je me disais que pour la première fois de ma vie, j'étais entre les bras d'un homme. Il était gentil et très doux. J'avais pas envie que ça cesse. Et il vous a amené jusqu'à la maison. Vous êtes devenue sa maîtresse? Je crois que oui. Les policiers qui sont dans la pièce se regardent interloqués. Comment peut-on être aussi innocente? Le médecin nous éclairera sur ce point. Votre tante, dès que nous l'avons prévenue, a porté plainte, car après tout, vous avez été séquestré. Oui, dès le début, il m'a interdit de sortir du pavillon. Mais il me traitait bien. Jusqu'au jour où il m'a expliqué qu'il allait me faire subir une initiation afin d'être certain que j'étais bien digne d'être sa femme pour la vie. Et c'était quoi, cette initiation? Eh bien, quand il partait pour ses affaires, il me faisait descendre sous la plaque de fonte du cabanon. Oh, au début, ce n'était que pour un jour, et puis 2, puis 3, et il me faisait remonter 2 fois par semaine en pleine nuit pour que je prenne une douche. Et l'initiation? Je devais être très patiente, très obéissante. Ah oui, il me demandait de creuser la cave pour l'agrandir. Quand je montais pour prendre ma douche, il sortait la terre et la vidait dans le jardin. Et vous n'avez jamais eu envie d'appeler au secours? Non, car il me mettait des sparadraps sur la bouche. Alors j'ai volé un morceau de papier, j'ai écrit mon message, et sans qu'il me voie, je l'ai jeté chez les voisins. Le kidnappeur amoureux, un certain Andy Collins, rentre chez lui sans méfiance et il est aussitôt emmené au poste de police. Son étrange regard gris met les policiers mal à l'aise. La version de Collins est différente de celle de Jennifer. J'avais compris que la tante de Jennifer était une névrosée qui l'empêchait de vivre à cause de sa propre peur des hommes. C'est pourquoi j'ai décidé de la libérer, en l'enfermant sous une plaque d'égout. Mais elle n'avait pas l'habitude de la liberté. J'avais peur que pendant mon absence, elle ne sorte en ville et fasse une mauvaise rencontre. Elle est incapable de dire non. Vous en avez fait votre maîtresse. Non, je l'initiais simplement par étapes à la découverte de nos corps. Les policiers, une fois de plus, se font des grimaces avec une forte envie de rire. Et pourquoi lui faisiez-vous creuser la cave? Pour l'occuper pendant mon absence, pour agrandir son espace vital. Lors du procès, les intentions nébuleuses du kidnappeur n'apparaissent pas clairement au juge. Jennifer évite son étrange regard gris. Il fascine toutes les femmes qui assistent au débat et qui regardent avec gourmandise ses grandes mains carrées couvertes de poils roux. Quel pouvoir possède-t-elle? Il est condamné à 2 ans de prison pour séquestration. Jennifer, désormais, ne désire plus cohabiter avec sa tante Joséphine. De toute manière, celle-ci ne se sent plus capable de surveiller l'éducation de sa nièce. On lui propose donc d'aller vivre dans une pension pour célibataires qui lui servira de famille. Et c'est en sortant de ce foyer un matin que Jennifer est abordée par un petit blond à moustache. « Mademoiselle Barton, vous vous souvenez de moi? Je m'appelle Rick Howell. Je suis policier au commissariat de Stanton. J'étais là quand on vous a sauvé. J'aimerais beaucoup vous inviter à dîner un soir prochain. » Comme elle ne savait pas dire non, 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Un geste. L'espace d'un instant rapide. Un simple geste qui change tout. Un homme ôte son chapeau et c'est un autre homme. Suisse, vert pays des vaches, du chocolat et des coffres-forts. Atelier de serrurerie aux environs de Zurich. Une petite maison de 3 étages avec un département chimie, un département soudure, un département études, un département essai. 6 personnes y sont employées.
Le patron, ingénieur chimiste, se consacre au bureau d'études. Son assistante, également chimiste, organise les essais. Le reste du personnel est affecté à des tâches différentes. Et dans ce personnel, Hans Döbel, engagé depuis 2 ans, homme à tout faire. Mécanicien, chauffeur, livreur, gardien. Si la chimie et la mécanique se croisent dans cet atelier, c'est qu'il s'agit de tester des produits, des gaz ou des explosifs susceptibles de protéger un coffre-fort suisse. Le voleur ouvre la porte du coffre et pend dans les yeux, de quoi l'aveugler par exemple. Ou alors, le coffre-fort s'auto-détruit devant ses yeux et ce qu'il en reste ne peut être récupéré que par un spécialiste. Enfin, je simplifie. Nous en savons peu, en fait, sur les techniques de recherche de cet atelier zurichois, et pour cause, son patron, qui opère sur le marché des banques comme des particuliers, ne tient pas à dévoiler ces techniques. Hans bricole dans sa remise. Lorsqu'il n'a pas de tâche précise à accomplir pour son patron, il bricole. La mécanique est sa passion. Il a refait le moteur de la camionnette de livraison, enfin des bricoles de ce genre, qui rendent service. Le patron est dans sa tour d'ivoire au dernier étage à faire des plans sur la comète des coffres-forts suisses. Son assistante, Birgit, est au rez-de-chaussée. Elle planche sur une séance d'essai consacrée à un nouveau gaz détonnant. Il est midi, heure du déjeuner. Birgit, la quarantaine célibataire, ne rentre pas chez elle pour déjeuner. Un petit encas lui suffit, qu'elle prend en général dans un bureau voisin transformé en cantine. Hans l'y rejoint la plupart du temps. Lui non plus ne rentre pas déjeuner. Ils sont donc souvent seuls dans cette pièce de 20 mètres carrés, leur sandwich sur une table de formica, devant des assiettes et des verres en carton. Hans a une manière fort compliquée de se nourrir. Des principes. Manger cru. Ne pas mélanger cru et cuit. Il tient parfois des discours de nutritionniste avancé à Birgit qui n'en a cure d'ailleurs. Au fond, ce type lui déplaît un peu. Physiquement, rien à dire, des traits réguliers, relativement soignés de sa personne, mais un nez un peu long, un peu trop pointu, des yeux un peu trop étirés vers les tempes, quelque chose d'aigu dans tout cela, comme un oiseau. Par contre, le menton est veule, plat, mou, sans consistance. Birgit mange son sandwich en lisant son journal. Hans mange ses carottes et son céleri cru à petites bouchées méthodiques. Birgit se dit « Tiens, il a un nouveau chapeau. Et bizarre chapeau. On dirait un chapeau de gangster des années 30. Quelle mode. Ah, ces jeunes font n'importe quoi. Il se prend pour Al Capone aujourd'hui. D'habitude, c'est Gatsby le magnifique avec casquette. Bon appétit, Birgit. Merci, Hans, vous aussi. Birgit se replonge dans son journal. Elle lit un fait divers dramatique. Cambriolage d'une poste de quartier. Le coffre-fort a été vidé. Un agent de police qui a tenté d'intercepter les cambrioleurs au moment où ils s'enfuyaient avec son butin a été tué d'une rafale de mitraillettes. Le gangster s'est enfui, il n'y a pas de témoin. Mais il a dû abandonner son arme sur place. Une vieille mitraillette trafiquée. Birgit observe la photo du coffre-fort de la poste, ouvert au chalumeau. Un travail de cochon. Le commentaire de la police, rapporté par le journal, dit « L'homme est bricoleur. Il a su déconnecter le système de surveillance, mais c'est un soudeur débutant. On distingue sur le métal du coffre des perles de soudure. Nous n'avons donc pas affaire à un professionnel. » Quelle nouvelle aujourd'hui, Birgit ? Birgit lève les yeux sur son voisin de table, prête à répondre, puis se mord la lèvre. Tu sais pourquoi quelque chose la tracasse ? Ce nouveau chapeau, par exemple. Enfin, c'est ridicule. Hans n'a rien d'un gangster. Mais elle répond, pas grand-chose. Je regardais l'horoscope et la météo. Ce printemps est décourageant. Et elle replie le journal. Elle termine son sandwich en annonçant qu'elle va boire un café. Hans achève son déjeuner macrobiotique tout seul. Il a encore à mâchonner de la pomme, du soja et autres bricoles censées lui donner une santé d'extraterrestre. Birgit traverse la petite cour de l'immeuble pour se rendre au café d'en face et longe l'atelier de bricolage de Hans. Et rien à faire, elle ne peut pas s'empêcher de jeter un œil par la baie vitrée sale couverte de poussière. Difficile d'y voir quelque chose. Il y a là-dedans un bric-à-brac invraisemblable. Tous les rebuts métalliques des essais de coffres, une vieille mobilette, la camionnette de livraison, des étagères d'outils. Birgit hausse les épaules pour chasser l'idée qui la poursuit. « Oh, Hans n'est pas un cambrioleur, Hans ne manipule pas de mitraillette. Hans travaille ici depuis 2 ans, c'est le patron qui l'a engagé. Il avait des références sérieuses. On ne prend pas n'importe qui dans un atelier qui fabrique des serrures de sécurité et des systèmes de défense compliqués. Hans avait un casier vierge, comme les autres employés.
Rien à faire. Cette histoire de chapeau neuf, ces perles de soudure dont parle la presse, où a-t-elle déjà vu des perles de soudure? Ah oui, Birgit les a vues sur le portail de l'atelier, justement. Le patron a demandé à Hans, il y a bien 6 mois de cela, de souder une partie de la grille du portail et de le repeindre. Birgit passe à nouveau le portail de l'immeuble et observe l'endroit de la soudure. Du travail approximatif, en effet, mais recouvert par la peinture anti-rouille, cela n'a guère d'importance. Après tout, Hans n'est pas un soudeur professionnel. Birgit accélère le pas et retourne dans son bureau en se traitant d'idiote. Le lendemain, dans la cantine improvisée, elle parcourt le même journal, lequel rappelle les faits de la veille et ajoute que l'enquête progresse. L'homme n'a pas hésité à tirer de sang-froid sur le policier qui n'était pas armé. L'arme trafiquée indique qu'il s'agit d'un bricoleur particulièrement doué, un travail de précision dont un amateur serait incapable. Une empreinte digitale unique a pu être repérée sur le coffre, mais son propriétaire ne figure pas au fichier du grand banditisme. Les enquêteurs se perdent en conjectures sur la personnalité de ce tueur, dont ils espèrent cependant déterminer rapidement l'identité grâce au matériel dont il s'est servi. Aujourd'hui à midi, Hans mâchouille des épinards en salade, accompagnés d'un radis noir et d'une galette de maïs. « Bon appétit, Birgit !»« Merci, Hans. » Birgit regarde les doigts de Hans. Une empreinte, et elle saurait. Non, elle ne saurait pas. Seule la police peut comparer. La police a une empreinte. En admettant qu'elle en ait une aussi sur un objet quelconque, cela revient à dénoncer Hans, alors qu'elle n'a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Difficile d'accuser ainsi sur une seule impression. Une histoire de chapeau, de soudeur maladroit. Combien y a-t-il à Zurich et dans les environs de soudeurs maladroits, porteurs de chapeaux à la Humphrey Bogart? Et quelle nouvelle aujourd'hui, Birgit? Vous ne lisez jamais les journaux, Hans? Très peu. J'ai fait une partie de ma scolarité à Genève en français. Le suisse-allemand n'est pas ma langue familière. Ah bon? Vous le parlez bien pourtant. Oralement, ça va. J'ai des problèmes avec la grammaire. Mais enfin, je lis tout de même. En fait, j'attends le soir. Le concierge me garde le journal, ça m'évite de l'acheter. Vous avez vu cette histoire d'attaque à main armée? C'est terrible, hein? Ce malheureux policier était père de 2 enfants. Oui, l'attaque du bureau de poste. Tout le monde en parle, en effet, c'est terrible. Birgit a un frisson nerveux. L'impression que Hans la regarde avec un peu trop de fixité, comme s'il cherchait à savoir quelque chose. Elle replonge dans le journal et dit un peu trop vite. Ils disent qu'ils vont l'arrêter. Il a laissé une empreinte. Silence dans la pièce. Birgit n'entend plus que le bruit des épinards mastiqués. Puis Hans avale un verre d'eau, range son pique-nique macrobiotique et demande « Vous venez prendre un café ?»« Non, je vais au supermarché, j'ai des courses à faire. »« Ah, bah tiens, moi aussi, je vous accompagne. C'est le meilleur moment, il y a moins de monde. » Elle a peur, Birgit. Elle est en train de réaliser tout à coup qu'elle en a trop dit, qu'elle a eu l'air de le soupçonner. Et un plan défile dans sa tête à toute vitesse. Il veut m'accompagner, il va m'entraîner quelque part et il va me tuer. À moins que cela vous ennuie. Après tout, je ne suis que le gardien ici. Le patron n'aimerait peut-être pas vous voir en ma compagnie. Bon, j'ai l'habitude. Alors j'irai ce soir. Et là, Birgit s'en veut. Mais enfin, il faut arrêter ce cinéma ridicule qui lui trotte dans la tête depuis 2 jours. Enfin, ce pauvre Hans. Mais non, voyons quelle idée. Et les voilà tous les deux, traversant la cour, franchissant la grille, où la soudure est toujours visible en perles recouvertes de peinture verte. Puis les voilà au carrefour, dans le supermarché, chacun faisant ses courses de son côté. Birgit ne pense presque plus à l'histoire. Elle se présente à la caisse. Dans la file d'attente, 4 personnes. Hans vient de passer le premier. Il n'a pas pris grand-chose, comme d'habitude. Ce garçon mange comme un rat, des graines et des légumes crus. La caissière se lève, arrête sa caisse, va voir le patron derrière son bureau vitré, lui dit quelque chose et revient s'asseoir tranquillement. Birgit attend son tour et observe machinalement le patron se diriger vers la sortie et mettre la main sur l'épaule de Hans. « Monsieur, voulez-vous me montrer votre sac, s'il vous plaît ?» Hans proteste. Birgit s'étonne. Mais le patron emmène Hans jusqu'à son bureau.
Déjà, l'homme du service de sécurité s'empare du sac du client, poliment mais fermement, et en sort les marchandises. Un paquet de riz complet, des boîtes de maïs, du lait, des fruits secs, rien de scandaleux. Mais il demande à Hans de vider ses poches. Hans renacle, puis met la main dans la poche de sa veste et tente maladroitement de se débarrasser de... De quoi? D'un tube de dentifrice qui ne figure pas sur sa liste. La caissière dit « Je l'ai vu le mettre dans sa poche avant de passer à la caisse. » Birgit paye sa note, s'approche de Hans étonné. « Hans, c'est une erreur. Vous avez oublié de le mettre devant la caisse, c'est ça? Enfin, évidemment, pour un tube de dentifrice, vous pensez? Mais le propriétaire ne veut rien savoir, la caissière non plus. Hans a été repéré. La police est appelée. Qui vole un dentifrice, vole un bœuf. » Le surveillant du magasin ajoute « Je l'ai repéré depuis quelque temps, je me doutais qu'il piquait des trucs, mais des tout petits trucs sûrement. Cette fois, il a pris le grand modèle de dentifrice. La caissière l'a mieux vu que moi. » Et ainsi s'en est allé Hans au commissariat. Et il n'est jamais revenu à l'atelier. Car le gangster, c'était lui. Le meurtrier, c'était lui. Birgit a déposé, raconté ses soupçons. On est venu dans son capharnaüm récupérer l'outillage qui avait servi à bricoler la vieille mitraillette. Il y en avait d'autres, ainsi que le montant du coffre cambriolé. Un joli paquet de francs suisses. Birgit avait donc vécu 3 jours en face d'un meurtrier et en le sachant. Et en le sachant à quoi? En fait, monsieur le commissaire, c'est au moment où il a ôté son nouveau chapeau. C'était un geste de gangster de cinéma, vous voyez? Une désinvolture soudaine, une sorte de morgue prétentieuse. C'est difficile à expliquer, ça n'a duré qu'une seconde. Mais je l'ai vu, là, en gangster. Avant, je le voyais en gardien avec sa casquette. Eh bien, ce jour-là, je l'ai vu vraiment en gangster. Moralité. Le chapeau fait le gangster, et le gangster est stupide. Cambrioler des milliers de francs suisses et piquer un tube de dentifrice. Non, hein? Caution d'intelligence à revoir.